Bonjour, et bienvenue sur la chaîne MDD.tv. Aujourd'hui je vais vous parler du monstre de Flatwood, spécialement dédicacé à Pierre Caroyi. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les commentaires sur les vidéos précédentes, et surtout pour les retours sur la vidéo russe de la technomagie de la Nénerbe. À l'heure où je vous parle, elle a atteint les 900 vues. Je trouve ça plutôt inattendu et encourageant à la fois, surtout sachant que la chaîne a été créée il y a seulement 2 semaines. Si vous avez des documentaires en VO sous-titrés FR à partager, dans le cadre de la chaîne, je me ferai un joie de faire une VF. Merci beaucoup. Didier. Le monstre de Flatwood, rencontre du 3e type près d'une petite ville de Virginie occidentale. Circonstances. Le 12 septembre 1952, à 19h15, 3 enfants en train de jouer près de l'école de Flatwood observent un objet volant lumineux descendre du ciel et disparaître dans les arbres des collines voisines. Les frères Edward et Fred May, 13 et 12 ans respectivement, accompagnés de leur ami Tommy, 10 ans, décident d'y aller afin de voir quel pouvait être cet objet. Ils passent à la maison des May et ils prennent des lampes torches, avant de se rendre dans les collines voisines accompagnés de Kathleen, la mère des frères May, et d'autres jeunes de la région, Ney Nulé, 14 ans, Ronnie Chavert, 10 ans et Eugene Jean Lemont, réserviste de la garde nationale américaine alors âgé de 17 ans. Les 7 témoins, l'année des faits. Tandis qu'ils s'approchent du lieu supposé de l'atterrissage, ils se retrouvent plongés dans une brume à l'odeur de métal brûlé, qui irrite leurs yeux. Le chien qui les accompagnait se met soudain à aboyer et s'enfuit. Lorsqu'ils atteignent le sommet de la colline, ils découvrent à une centaine de mètres d'eux un objet sphérique de la taille d'une maison, pulsant d'une lumière rouge. Le monstre. Alors qu'il s'approche de cet objet, Eugène Lemont entend un bruit venant de sa gauche et braque sa lampe torche dans cette direction. Sous un chêne, 2 yeux le fixent. Habitué aux animaux de cette forêt, sa première impression est qu'il s'agit d'un raton laveur ou d'un opossum. La lumière de la torche révèle toutefois une toute autre créature, grande de plus de 3 mètres, avec de grands yeux rouge-orange et lumineux au centre d'une tête rouge entourée d'une coiffe transparente en forme d'A de pique. Dessin du monstre d'après une partie des témoignages, insérés dans une photographie des lieux. Les autres détails de l'apparence de la créature varient selon le témoin interrogé, mais dans la version la plus souvent répétée du récit, le corps du monstre est dit entouré d'une longue jupe plissée vert sombre. Bien que ce détail n'apparaisse pas dans tous les témoignages, Kathleen May la décrit également comme ayant des bras courts terminés par des serres pointées droit devant elle. Dans certains témoignages, notamment celui de Jean Lemont, la créature est décrite comme étant mécanique, un vaisseau spatial ou une sorte de combinaison, et comme ne possédant pas de bras. Une autre représentation du monstre, plus proche du témoignage de Jean Lemont. Le monstre semble alors s'approcher du groupe ou de l'objet dans un mouvement lent en continu, comme s'il flottait au-dessus du sol. Effrayés, les 6 témoins prennent la fuite et se réfugient dans la maison des May, d'où ils téléphonent au shérif Robert Carr et lui expliquent ce qui leur est arrivé. Ils appellent également d'autres personnes de la région, si bien qu'un groupe armé de fusils, guidé par Jean Lemont, se rend sur les lieux de la rencontre avec le monstre la nuit même. Le journaliste local Al Stewart Jr. fait partie du nombre. Il sent la même odeur écœurante de métal brûlé que celle décrite par les témoins. Le monstre et le mystérieux objet lumineux ont cependant disparu. Après la rencontre. Après l'événement, les témoins présentent des signes d'une grande frayeur et d'irritation du nez et de la gorge, similaires selon un médecin à l'effet du gaz moutarde. Alors arrivés à la maison, les frères May présentent sur le visage une substance huileuse, que leur grand-mère essuie. Le lendemain matin à 7h, Al Stewart se rend à nouveau sur les lieux de l'apparition. Il y remarque de longues traces parallèles sur le sol et un mystérieux liquide noir et épais à l'endroit approximatif où les témoins disent avoir vu l'objet lumineux. Ces traces ont toutefois été attribuées avec une certitude raisonnable au pick-up de Max Lockhart, un homme de la région passé sur le site avant Stewart. Le shérif Carr et son adjoint Blondell ont fouillé la zone mais ne trouvent aucune trace de la rencontre. Cet incident est depuis devenu l'une des rencontres du 3e type supposé les plus célèbres et le monstre de Flatwood est entré dans la culture populaire. Zone d'ombre. Selon la source consultée, certains détails du récit varient. Certaines décrivent l'objet sphérique observé avant le monstre comme une boule de feu, tandis que d'autres font allusion à un objet sombre et pulsant ou ne mentionnent pas l'objet du tout.
La distance à laquelle cet objet a été observé et sa taille varie également selon la source consultée. Ivan Sanderson note que les témoins se contredisaient avec véhémence au sujet de cet objet. Dans certaines versions, c'est Kathleen May qui observe les yeux du monstre la première et attire l'attention d'Eugène Lemont, dessus et non lui, qui le remarque dès le départ, ce qui contredit un article de journal de l'époque. Comme expliqué ci-dessus, la description du monstre varie également. Il est parfois mentionné qu'il émet de la lumière, ou n'en aurait émis, accompagné d'un sifflement, qu'au moment où il a commencé à se déplacer vers les témoins. Cette version est généralement associée à la vision mécanique du monstre telle que celle décrite par Gene Lemont, et attribue implicitement ce phénomène à une sorte de réacteur situé sous la créature. Il ne semble pas non plus y avoir de consensus quant à qui a visité les lieux de la rencontre le soir même. Dans certaines versions, il s'agit du journaliste Alice Stewart, tandis que dans d'autres, il ne s'y serait rendu que le lendemain. Ce qu'il y aurait vu varie également, selon la source consultée. Les deux traces parallèles, identifiées ensuite comme des traces de pneus, sont généralement citées, de même qu'une tache de substance huileuse. Certaines sources mentionnent également une zone circulaire d'herbe écrasée, concordant avec l'endroit où la boule de lumière pulsante a été aperçue. Cependant, le shérif Carr et son adjoint n'ont rien remarqué de tel lors de leur investigation sur les lieux. Explication. Plusieurs explications ont été avancées. Pour Ivan Sanderson, qui s'est intéressé à l'affaire en 1967, une série d'objets volants aurait été aperçus le soir des faits par un grand nombre de personnes dans les États du Maryland, de Pennsylvanie et de Virginie occidentale. Il s'agirait pour lui d'un groupe d'ovnis volant tous dans la même direction. L'un d'eux se serait écrasé près de Flatwood et son occupant en serait sorti en combinaison spatiale. Il aurait ensuite regagné son appareil, qui se serait vaporisé. Selon l'enquête de Joe Nickel du Committee for Skeptical Inquiry, les objets volants observés dans différents états cette nuit-là seraient en fait un seul et même objet, un unique météore, ce qui semble avoir été confirmé par l'Académie des sciences du Maryland, qui rapporte qu'un météore se dirigeant vers la Virginie occidentale est passé au-dessus de Baltimore ce soir-là à 19h. Ce serait là, selon Nickel, l'origine de l'observation des frères May et de Tommy à 19h15. Au moment des faits, 3 balises lumineuses d'aviation étaient visibles depuis le sommet de la colline, fait également rapporté par Sanderson, ce qui expliquerait pour Nickel l'observation d'une boule de lumière rouge pulsante par les témoins et le teint rouge du monstre. En ce qui concerne le monstre, Nickel rejoint l'opinion des enquêteurs de l'Air Force, qui se sont penchés sur la question et concluent qu'il devait s'agir d'un animal perché sur une branche, donnant l'impression d'être une créature beaucoup plus grande. Il pense plus particulièrement à une chouette effraie, tête en forme d'âge pique renversé, cerf pouvant concorder avec la description de Kathleen May, écrit perçant similaire à celui décrit par certains témoins. C'est selon lui l'animal qui cadre le mieux avec l'apparence du monstre de Flatwood. Une chouette effraie, peut être à l'origine de l'observation du monstre de Flatwood. D'autres hypothèses ont également été proposées, comme la chute d'une météorite à proximité de la colline, qui aurait causé un nuage de fumée de forme humaine. Et mieux encore sur la chaîne US, 13 Explainer, où il compare le monstre de Flatwood aux idoles aux yeux mésopotamiens. Qui sait, peut-être que les Mésopotamiens ont vécu une histoire similaire et se sont mis à créer ces idoles aux yeux bien connus, exposées au Louvre. Tous les liens en rapport à cette vidéo seront en description bien entendu. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, mais elle est tout de même bien différente des autres témoignages que l'on a l'habitude d'entendre. Bien loin du stéréotype du petit gris, le monstre de Flatwood a fait pas mal couler d'encre durant toutes ces années et encore de nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu pour me soutenir. À bientôt. Didier.